Pour le coup, moi, sur le bilan que j'ai fait là sur 2024, donc je suis sur du search classique, les mêmes mots-clés, voilà, le moins large possible, le plus restrictif, le plus maîtrisable possible. Et en Mhm. fait, je dépense 50% de plus pour un petit peu moins de visites, autant de visibilité. Et du Mhm. coup, le client me dit, c'est terrible, quoi. C'est envolé des prix, c'est envolé des coûts, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mhm. Et moi, pour l'instant, j'ai pas de réponse, si ce n'est dire il faut aller dans le sens de Google parce que je sais plus quoi tester en fait et je sais plus quoi proposer. Les pages Mhm. d'atterrissage, elles convertissent, sauf que le coût par lead, il a vraiment, vraiment monté. Donc, ça me pose question sur l'avenir du métier, tout bêtement, et sur ce Mhm. que je peux répondre. Ok. Alors, elle est géniale ta question. Merci pour ça. Elle doit parler à la plupart d'entre nous ici aujourd'hui, donc c'est super. Alors, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Maintenant, effectivement, les prix ont assez tendance à monter. Tu comprends, Google, les pauvres, il faut qu'ils donnent à manger à leurs pauvres actionnaires, hein, évidemment. Bon, ça, c'est un fait. Après, il y a aussi l'adoption toujours plus massive des campagnes PMax. Avant ça, c'était l'adoption toujours plus massive des enchères intelligentes. Euh, et puis, finalement, tout ça, ça fait monter les prix pour tout le monde. Alors, je fais rentrer, hop. Donc, ça fait monter les prix pour tout le monde. Donc, c'est sûr que ça, c'est un constat partagé. C'est de plus en plus difficile. Maintenant, alors, j'aimerais introduire ce concept-là. Nous, de manière générale, on va plutôt être des prestataires Google Ads. On peut avoir cette approche transverse que je prône et que j'essaie de vous délivrer à travers toutes les formations qui existent chez nous. De dire, OK, on va t'accompagner sur la partie Google Ads, on va t'accompagner aussi sur la partie tracking, et on a aussi une tête bien faite et on va être capable de proposer des landing pages ou du copywriting, et donc d'avoir vraiment cette approche transverse au service de la performance et de l'acquisition. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, on peut aussi aller plus loin en termes de conseils. Moi, c'est ce que j'explique souvent dans les bootcamps, c'est que il y a les choses que tu sais faire, que tu maîtrises et que tu vas faire toi-même, et il peut y avoir les choses que tu ne peux pas faire toi-même ou que tu ne sais pas faire toi-même ou que tu ne veux pas faire toi-même, mais sur lesquelles tu as une expertise et tu vas pouvoir conseiller. Petite parenthèse au passage, on fidélise nos clients avant tout par le conseil. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette partie-là, elle est importante. Maintenant, qu'est-ce que tu peux répondre à un client qui te dit les prix n'arrêtent pas d'augmenter, c'est de moins en moins rentable les publicités, qu'est-ce qu'on fait? Et puis toi, tu te sens un peu bloqué. Il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais ça consiste aussi à élargir un peu le spectre de tes conseils plus loin que ce que tu es capable de faire. Ça, c'est un premier point. Et ça va aussi dans la tendance de l'évolution du métier. Tout est en train de s'automatiser de plus en plus. L'IA va prendre de plus en plus de place. Google va être challengé de plus en plus aussi. Donc, tu vois, il fut une époque où le spécialiste, c'était la réponse. C'était Mhm. tu es un expert dans ce domaine, et parce que tu es un expert de ce domaine, on va te choisir toi plutôt qu'un autre. C'est un peu comme quand tu dis, bah voilà, moi je suis expert en génération de prospects dans l'immobilier. Alors évidemment, tu es hyper spécialisé, et que quand on cherche le marché, ce qu'il veut, c'est des spécialistes, c'est top ce positionnement-là. Là, à mon avis, on a atteint le fond, tu vois, ça fait un peu un U. À une époque, c'était les généralistes, ensuite, c'était la mode du spécialiste, c'était ça qui vendait. Et là, on va repartir un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que de nouveau, il va falloir se régénéraliser un petit peu. Et en même temps, ça tombe bien, puisque les plateformes s'automatisent de plus en plus, parce que l'IA va nous assister de plus en plus. Donc, c'est OK de commencer à pouvoir réélargir un peu le spectre des compétences et au moins le spectre du conseil. Donc, moi, personnellement, je suis confronté comme toi aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des clients qui vont dire ouais, mais c'est de moins en moins rentable, les pubs, nanana, etc. Oui, c'est vrai. Maintenant, comment je peux accompagner mon client là-dessus? Euh, je vais essayer de voir si déjà sur la partie marché, est-ce que tu comprends vraiment la problématique de tes clients? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être encore plus puissant dans la compréhension des problématiques, la compréhension de qu'est-ce qu'ils cherchent à dépasser comme challenge dans leur vie, et que le produit ou service va aider à passer de je suis aujourd'hui dans une situation qui ne me convient pas à je suis dans une situation qui me convient mieux. Donc, Mhm. bien étudier cette partie-là.
Ça, c'est un peu plus le module 3 du tremplin, notamment. Donc, voir si tu es au top là-dessus, analyser un peu la concurrence, voir si tu ne peux pas te différencier encore un peu mieux des concurrents ou avoir une proposition de valeur qui soit plus forte. Donc, ça, c'est des domaines sur lesquels tu vas pouvoir intervenir. Tu vas aussi pouvoir aller sur, OK, comment est-ce qu'aujourd'hui tu fidélises tes clients? Est-ce qu'un client que tu as payé cher en acquisition, est-ce que tu as un moyen derrière de le faire réacheter chez toi? Réacheter un autre service, réacheter un produit, réacheter ce que tu veux, mais comment tu fidélises tes clients? Comment tu fais pour les faire revenir? Comment tu peux amener de la récurrence dans ton entreprise? Tout ça, c'est des questions qui sont vitales aujourd'hui, qui sont certes pas le cœur de ce qu'est notre métier de prestataire, mais c'est des choses sur lesquelles tu devrais emmener tes clients et en tout cas au moins les aider à réfléchir. Est-ce que tu as de l'emailing? Est-ce que tu as des scénarios d'emailing? Est-ce que tu essayes d'ajouter de la valeur dans la vie de tes clients? C'est-à-dire, est-ce que tu es là pour seulement prendre? Tu as un service que tu proposes et tu veux prendre l'argent? Ou est-ce que tu as une notion de j'ai une responsabilité, je me donne une responsabilité dans mon marché d'être un acteur qui contribue, d'être un acteur qui essaye vraiment d'amener de la valeur à son audience, à travers du contenu, à travers de l'information, à travers des tests, à travers tout ce que tu veux. Tu vois, si on essaye de comparer ça, par exemple, à la niche de Google Ads, à un moment donné, tu as des gens qui vont faire des expériences à travers plusieurs comptes, etc., qui vont partager le résultat de leurs études, et ça va donner de la valeur à tout le monde. Et en fait, ça te donne aussi comment dire, une préférence de marque, tu vois. À un moment donné, je le fais plus trop aujourd'hui, je partage toujours des trucs, mais c'est vrai qu'à un moment donné, mon ADN et ce qui m'a fait vraiment exploser, c'était quand je faisais mes études à travers 50 comptes, que je partageais ça sur mon blog, etc. Combien de clients ça a pu m'amener, ça? Donc, j'amenais de la valeur dans l'industrie. Donc, ça peut aussi être amener le client à avoir cette réflexion-là. Est-ce que tu amènes de la valeur dans ton industrie? Ça peut être aussi, OK, comment tu gères la partie commerciale? Est-ce que tu as une équipe de vente, tu as des commerciaux, etc. Comment ces gens-là, ils gèrent la relance des leads? Est-ce que c'est, voilà, le lead, il arrive, dans les 5 minutes, il est rappelé, ou est-ce que c'est une équipe d'anciens commerciaux qui sont sur Excel et qui rappelleront le prospect demain s'il a de la chance, et sinon peut-être en fin de semaine? Comment je peux amener de la mesure dans mon entonnoir de vente? Comment je peux automatiser des choses au niveau de l'entreprise, tu vois, faire parler son logiciel de compta avec son formulaire sur son site, par exemple, j'en sais rien. Il y a des choses sur lesquelles tu vas pouvoir aller conseiller ton client et le faire réfléchir et l'amener à essayer d'aller chercher plus de performance, pas forcément uniquement sur ton seul truc. Avant ça, peut-être, je me rends compte que je t'ai répondu a priori, mais je n'ai pas été non plus sur le sujet que tu me disais exactement, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que je peux proposer par rapport peut-être à Google Ads Donc, si on revient là-dessus, comment tu peux essayer alors, ça va dépendre de tout un tas de contextes de ton client, etc., mais il y a quand même toujours des choses que tu peux essayer de faire dans le compte. Est-ce que j'ai analysé les audiences? Est-ce que j'ai bien analysé les audiences? Tu vois, il y a ce truc que je vous donne dans le tremplin, d'aller mettre par principe et par défaut toutes les audiences en observation. Et après, aujourd'hui, dans l'interface, tu peux aller voir l'audience, puis tu peux te mettre au niveau du compte, puis tu regardes au niveau du compte global, c'est quoi les meilleures audiences. Et puis, typiquement, peut-être qu'un client, sur 100% des audiences, 100% du trafic, 100% des gens qui recherchent un mot-clé, il n'arrive pas à être rentable. OK, c'est possible. Mais peut-être que sur les 4, 5, 6, 10 meilleures audiences du compte, c'est-à-dire celles qui convertissent à 2 fois ou plus le taux de conversion moyen, peut-être que sur ces audiences-là, tu pourrais être rentable. Donc, ça va être de se dire, OK, comment je vais pouvoir aller chercher des petits ruisseaux qui peuvent être rentables et les additionner les uns après les autres. Tu vois, ça peut être une réponse. Ça peut être miser un peu plus sur le remarketing, par exemple. Tu vas pas être hyper rentable et tu vas pas dépenser le 100% de ton budget sur des campagnes pure acquisition, mais derrière, tu as un système de remarketing à la fois en display et aussi en search. Tu vois. Moi, j'aime bien faire une campagne, par exemple, où je mets mes audiences de remarketing, tous les visiteurs du site qui n'ont pas converti, et je mets une grosse DSA ou des gros mots-clés en large. Et ce qui fait que les gens, ils cherchent un truc qui est pertinent par rapport à ce que je propose, et ils sont déjà venus sur le site et ils n'ont pas converti. Et là, tu peux te permettre d'enchérir un peu plus cher, d'aller chercher plus de parts d'impression,
parce que ça va être plus rentable, ça va convertir mieux sur cette audience-là. Ça peut être aussi de te dire comment je peux aller chercher des gens un petit peu plus haut dans l'entonnoir. Alors, un petit peu plus haut dans l'entonnoir, ça veut dire que potentiellement, ils sont moins proches de l'acte d'achat. Ça veut dire qu'ils vont être moins chers quand tu vas aller les chercher. Tout le monde est feignant. Tout le monde veut aller chercher des clients au moment où ils sont mûrs et qui veulent acheter. C'est là où tu les payes le plus cher. C'est l'opportunité de Google. Sa proposition de valeur à Google, c'est de te dire, OK, les mecs, ils sont chauds, ils cherchent un prestataire, et au moment où ils cherchent un prestataire, toi, tu peux être visible. Et c'est vrai, c'est la proposition de valeur de Google. Mais il y a des industries ou des entreprises, de par leur taille, leurs finances, leur machin, elles sont juste pas tellement éligibles pour aller se battre à ce moment de l'arène où c'est sanglant. Tout le monde se déchire à coups d'épée, on est en gladiateur là. Alors que si tu remontes un tout petit peu plus haut, peut-être au moment où les gens font des recherches informatives où tu vois, ils sont dans leur stade de maturation et on sent qu'ils veulent aller dans la direction de ce que ton client peut avoir à vendre, peut-être toi tu peux les capter ici. Et plutôt que de compter sur la pub comme un commercial qui va transformer un client tout de suite, parce que je veux un clic, je veux une conversion, dans le fond, c'est ça qu'on veut. Je veux qu'à chaque clic, j'ai une conversion. Dans un monde parfait, ce serait génial. C'est peut-être de se dire, OK, je les chope un peu plus haut. Là, tous les feignants, ils n'y sont pas. Ils sont tous en train de se battre en bas. Par contre, ça peut demander un peu plus d'efforts. Ça veut dire peut-être faire du contenu, peut-être avoir de la vidéo. Derrière, générer le lead et puis le mettre dans une séquence d'emailing. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas faire une séquence d'emailing? Et c'est là où aussi le truc de la communauté, c'est de se dire, OK, j'ai pas à savoir tout faire. Je peux m'associer avec quelqu'un dont c'est le métier de mettre en place un CRM et de l'emailing, et on peut réfléchir ensemble à quelle est la meilleure séquence pour essayer de convertir un prospect qui est moitié chaud déjà, mais qui n'est pas encore suffisamment chaud. Ça peut faire partir des choses que tu vas pouvoir proposer. Essayer de penser en dehors de la boîte et de te dire, OK, qu'est-ce que je pourrais amener? Après, moi, je crois qu'on a une obligation d'être force de proposition. Ça, c'est une obligation qu'on a. On n'a pas une obligation de résultat, tu vois, on a une obligation de moyens. Mais par contre, être de bons conseils pour nos clients et essayer vraiment de leur donner des perspectives nouvelles, de leur proposer des choses, ça, c'est ce qui fait que le client, il va rester avec toi. C'est l'histoire que tu as à lui raconter et c'est le fait qu'il soit convaincu que tu es quelqu'un qui est fort de proposition, qui essaie vraiment de lui amener de la valeur, qui essaye de penser différemment. On a un client qu'on bosse avec Romain et lui, il a un site e-commerce, il vend des produits d'accessoires pour téléphone. Et puis, c'est pareil, l'acquisition, c'est difficile, la rentabilité, etc. Parce qu'ils vendent des produits qui ne sont pas chers. Donc, forcément, en e-commerce, quand tu as un panier moyen qui est faible et qu'en plus, c'est des produits pas chers que tu vends, c'est assez difficile d'avoir la rentabilité. Et puis, une discussion qu'on a eue récemment où je lui disais, le problème, aujourd'hui, toi, la manière dont tu vois les choses, c'est que tu attends un retour sur investissement immédiat sur tes campagnes. Tu veux que pour chaque franc ou euro investi, ça te génère 6 euros de chiffre d'affaires. OK. Ça, c'est une manière de voir les choses. Maintenant, le problème, c'est que tant que tu es dans cette optique-là, comme tu le vois, on est à 10% de part d'impression partout parce qu'en fait, l'enchère qu'on doit mettre pour obtenir le niveau de rentabilité que tu veux fait que on diffuse à peine, en fait. Et du coup, il me dit, ouais, mais comment on peut faire pour diffuser plus? Je dis, si on diffuse plus, on va dégrader ta rentabilité et tu ne seras plus dans les clous. Donc, la question, c'est comment tu peux passer d'un focus commande, je veux être rentable sur chaque clic et faire une commande et que chaque commande soit rentable et me génère un ROAS de 600%. Comment tu peux passer de ce focus-là à un focus client? Je crée un nouveau client et je sais que mon client va recommander 2, 3, 4 fois dans l'année et je raisonne en termes de lifetime value au lieu de raisonner en termes de commande. Et puis le client, il me dit, écoute, c'est super ce que tu me dis là, mais bon, tu sais, moi, un client, une fois qu'il a racheté une vitre parce qu'il a pété la vitre de son iPhone, il ne va plus rien racheter chez moi, ou peut-être si j'ai de la chance, dans 2 ans, une batterie ou un truc, mais merci pour le lien du Discord, Neymar, super. Donc, il me dit, c'est compliqué. Je lui dis, alors effectivement, il faudrait que tu puisses mettre de la récurrence dans ton business. Peut-être que avec un système de CRM e-commerce, d'emailing, tu peux déjà augmenter, la récurrence. Et il n'avait pas l'air convaincu. Et en même temps, je pense qu'il a raison. C'est vrai que sur de la pièce détachée pour téléphone, ce n'est pas si simple de pouvoir amener de la récurrence là-dessus. Et je lui dis, qu'est-ce que tu pourrais imaginer
développer comme nouveaux produits à vendre et comme nouveau site e-commerce qui te permettrait de vendre à la même audience que tu obtiens avec ton site de téléphone. Et du coup, tu ne fais pas d'acquisition sur ce nouveau site e-commerce. L'acquisition, elle est déjà faite par le site des téléphones. Et en fait, tu vas mieux exploiter ton fichier client de ce site-là, sur lequel, par la nature même de tes produits, tu n'arrives pas à faire de la récurrence et à revendre à ces gens-là. Propose un autre truc que ces gens-là vont adorer et pour lesquels, en fait, ça, tu vas le nourrir avec uniquement de l'emailing sur la base de tes clients que tu as déjà payé sur l'autre activité. C'est un autre moyen aussi de pouvoir amener de la récurrence, de pouvoir augmenter la rentabilité de l'acquisition au sens large. Et ça devrait faire partie de nos conseils. Et encore une fois, ce n'est pas à nous de lui dire quel produit il devrait, quel nouveau site e-commerce il devrait faire. Mais là encore, on est dans le conseil, on est dans l'ouverture d'esprit, on lui donne des pistes de réflexion, on lui donne matière à réfléchir. Et c'est ça qui fidélise nos clients et qui font qu'ils vont rester avec nous dans la plupart des cas. Ça, puis les résultats, évidemment. Mais d'expérience, même quand tu as des super résultats, tu peux te faire lourder parce que le client peut penser qu'il va trouver mieux ailleurs. Par contre, si tu le conseilles bien, si à chaque fois qu'il a une interaction avec toi, il se dit « Putain, c'est cool, il me fait réfléchir celui-là », là, il y a peu de chances qu'il s'en aille, sauf cas de force majeure, évidemment. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport au début de discussion de tout à l'heure.